Pour que nature vive. Pour que nature vive. nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Donc les oiseaux sont des dinosaures, donc les dinosaures n'ont pas disparu. Un néandertalien d'il y a 50 000 ans, un homme de Cro-Magnon ou tout le monde, aujourd'hui sur Terre, on a le même ordre de capacité intellectuelle. À partir du moment où on bascule dans le néolithique, la richesse matérielle va prendre beaucoup d'importance. Les sons du vivant ont un effet positif sur notre santé. On sait aujourd'hui qu'il existe des résidus de pesticides dans la plupart des captages d'eau potable qu'on n'arrivera pas à enlever. La biodiversité, c'est un enrichissement pour les citadins qui habitent la ville. C'est les 3/4 de la masse vivante des insectes qui a disparu en l'espace d'une trentaine d'années. Voilà, c'est le vivant comme une solution et les mécanismes écologiques comme des moyens d'action. Le vivant au cœur de l'agriculture. Avec Marc-André Sellos. Pendant des décennies, l'agriculture industrielle a tenu sa promesse. Elle nous a rassasiés. Mais elle a aussi eu un impact avéré sur les sols, la biodiversité et notre santé. Aujourd'hui, ce modèle semble arriver en bout de course. Alors à quoi ressemblerait une agriculture non pas pensée contre le vivant, mais avec lui ? Pour nous éclairer, nous sommes en compagnie de Marc-André Sellos, biologiste et professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour. Bonjour. Notre agriculture moderne repose sur 3 piliers, les engrais minéraux, les pesticides et le labour. Pourquoi les remettre en question aujourd'hui ? Alors, vous l'avez dit en introduction, ça nous a nourris, ça a résolu les problèmes quantitatifs de famine, d'insuffisance alimentaire, mais qualitativement, c'est un désastre. Les pesticides ont fortement amélioré les rendements, mais ils ont des impacts massifs, des impacts qui polluent nos aliments avec des résidus de pesticides qui nous parviennent par les aliments. Et nous, on pèle les fruits pour enlever la partie où il y a les pesticides, mais on enlève la partie où il y a les antioxydants et les vitamines. Il y a une toxicité des eaux aussi, dont on paye très cher le traitement, mais il y a beaucoup de régions où on ne détecte pas les plus de 700 pesticides que l'on peut essayer de détecter dans l'eau. Et puis, il y a les agriculteurs. Parce que c'est eux finalement les canaris dans la mine, c'est eux qui sont exposés à ça, et eux on voit très bien que, ils ont 50% de lymphome en plus que la population moyenne, 25% de myélome en plus que la population moyenne, 13% de Parkinson en plus à 55 ans. Les engrais minéraux, quant à eux, d'abord ça coûte beaucoup de gaz à effet de serre, en tout cas beaucoup d'énergie, de transporter du phosphate minier, d'extraire de l'azote de l'air. Ensuite on en met beaucoup, il y a des fuites et on retrouve ça dans les eaux où des algues prolifèrent qui s'accumulent en produisant du H2S, des gaz toxiques, sur le littoral breton par exemple, c'est pas très bon pour la santé. Et puis en plus, dans le phosphate minier, il y a du cadmium, qui est un contaminant des phosphates miniers dont nous mangeons en fait 1,4 fois la dose maximale recommandée par l'OMS. Et ça, c'est la porte ouverte à 30% des cas d'ostéoporose. C'est une des raisons pour lesquelles on a plus 3% de cancer du pancréas par an en France. C'est des problèmes hépatiques, rénaux, c'est pas terrible. Et outre les pesticides et les engrais minéraux, il y a le labour qui, lui, déstructure le sol, le découvre, il n'y a plus de couverture végétale, et finalement, qui augmente l'érosion d'un facteur 10 à 20 et qui fait qu'on est en train de perdre nos sols. Voilà, l'histoire c'est que peut-être ça nourrit l'humanité aujourd'hui, mais demain, cet aspect-là risque de plus à la nourrir. On a une énorme perte de biodiversité par le labour, et en fait les fonctions du sol ne sont plus remplies. Par exemple, la fonction de petits organismes qui taraudent le sol et font ces trous qui retiennent l'eau. Aujourd'hui, on sait que quand on achète 1 euro de nourriture, en fait, il se cache 1,3 € de coûts cachés, des pollutions de l'eau, coûts des maladies induites. Pensez à multiplier les coûts de vos aliments s'ils ne sont pas bio par 2,3. Et voyez ce que ça vous coûtera au total. Ou alors vous pouvez acheter moins cher, effectivement, et attendre un cancer. Vous proposez une approche complètement différente, une agriculture qui s'inspire du vivant. Expliquez-nous. On a investi des impôts colossaux dans la recherche scientifique et notamment dans la recherche en écologie. On comprend maintenant
une partie des fonctionnements du vivant. Or, pour l'instant, notre agriculture est héritière d'une époque où on avait en gros de la technologie et de la chimie à proposer. Pourquoi pas utiliser du vivant, notamment pour aller au-devant des problèmes que je disais. Tiens, par exemple, c'est utiliser les plantes, revenir sur des variétés anciennes et aller y rechercher des choses intéressantes. Il y a toute la grande dynamique de la néodomestication qui va rechercher des gènes dans les populations sauvages, notamment des gènes de résistance aux maladies. Tiens, résistance aux insectes parasites des racines sur le maïs qu'on va rechercher dans les populations de théosyntes sauvages, donc de maïs sauvage si l'on veut. Les matériels végétaux, c'est aussi penser à des mélanges variétaux, c'est-à-dire mélanger dans le champ plusieurs variétés qui ont des profils de résistance différents aux maladies. Du coup, les maladies se propagent plus mal et on met moins de pesticides. L'INRAE a fait notamment des cépages modernes, restes durs, qui contiennent 3 ou 4 gènes de résistance à l'oïdium et autant au mildiou. Et là, le mildiou et l'oïdium n'arrivent pas à avoir simultanément toutes les mutations pour contourner ça. On a 7 à 10 fois moins de traitements. C'est 800 € de pesticides d'économiser à l'hectare, plus le temps de travail, plus l'essence, plus le sol qui est moins écrasé. Et tout ça, c'est parce qu'on a changé de matériel végétal. Alors on peut aussi utiliser des microbes. Ça ramène à ces interactions entre les champignons du sol et les racines des plantes, qui étudie mon équipe, qui sont des interactions où le champignon aide la plante à exploiter le sol, mais la protège aussi. On a des microbes protecteurs dans toute la plante. Elles ont leur microbiote, comme vous et moi, qui a des rôles protecteurs. Et finalement, ce sont des alliés qu'on ne protège pas. Quand on laboure, on détruit les champignons. Quand on met des pesticides sur les parties aériennes, on tue les bons et les méchants, y compris les microbes protecteurs qui, à la surface de la feuille, demain ne seront plus là pour protéger la feuille. Alors, l'idée, c'est moins de les inoculer, dans un premier temps, c'est moins de les amener que d'avoir des gestes, comme par exemple un labour ou un minimum de pesticides, qui leur permettent d'être présents. C'est plutôt dans la prévention. Mais peut-être que demain, on pourra les inoculer. Et puis, quant au sol, le vivant est une solution, et le vivant, c'est quoi ? C'est les animaux qui chient et pissent. Voilà, c'est le fumier, c'est votre urine. Chacun d'entre nous produit 11 grammes d'azote et 0,7 grammes de phosphore par jour. Et ça, c'est des choses qui peuvent retourner au champ demain et diminuer la quantité requise d'engrais minéraux et notamment, du coup, diluer l'apport de phosphate contaminé au cadmium et redescendre en dessous du 1,4 fois la dose recommandée. En fait, l'idée, c'est de fertiliser au maximum en recyclant et d'arrêter de payer des impôts locaux pour disperser la fertilité dans l'eau par des stations d'épuration, alors que nos agriculteurs se ruinent à acheter de l'azote et du phosphate. Voilà, c'est le vivant comme une solution et les mécanismes écologiques comme des moyens d'action. Donc vous nous avez cité les plantes, les microbes, comment utiliser les sols, mais le paysage lui-même, il peut aussi jouer un rôle. En quoi l'espace et même le temps peuvent devenir des alliés face aux parasites et aux maladies ? Oui, parce que gérer finalement une parcelle ou l'activité agricole comme un geste écologique, c'est aussi, vous avez tout à fait raison, aller au-delà des espèces qui sont là et avoir des processus basés non seulement sur leurs interactions, mais leur disposition spatiale et temporelle, absolument. Alors, mettez des haies dans votre paysage et vous aurez des barrières physiques à la transmission des pathogènes. Une haie réduit de 80% le flux des bioagresseurs. Or, nous en arrachons 25 000 km par an en France et nos impôts en replantent 3 000. C'est d'ailleurs assez absurde d'un point de vue comptable, mais c'est surtout qu'on perd des haies qui sont complètement multifonctionnelles. Vous savez, une haie, c'est 100 tonnes de carbone par kilomètre de haie. Une haie, ça lutte contre l'érosion. Une haie, ça a des racines profondes qui fragmentent le sol et aident l'eau à pénétrer et augmentent aux réserves en eau. Les haies abritent et entretiennent des pollinisateurs qui, par endroits, manquent aux cultures. Et puis, au fait, c'est des refuges de biodiversité. Et à un moment, il faut les tailler. Le bois que vous obtenez fragmenté, ça peut être un couvre-sol qui fait herbicide, au moins sur des petites surfaces. Tiens, une anecdote. Aux États-Unis, il y a des endroits où les chauves-souris ont disparu. Là où elles ont disparu, l'augmentation des insecticides, parce qu'elles sont plus là pour les manger, les insectes, a augmenté de 31%. Et l'horreur totale, c'est que dans ces comtés-là, la mortalité infantile a augmenté de 8% pour des malformations à la naissance ou des cancers liés aux pesticides. Vous voyez, donc, où mettre les chauves-souris chez nous où on a la chance qu'elles soient encore présentes, mettez des haies, vous sauverez des enfants. Alors j'ai parlé des haies, mais on peut aussi mettre des arbres dans les parcelles, on peut mettre aussi un paysage mosaïqué où jamais 2 parcelles n'ont la même culture, ce qui évite que les parasites qui ont réussi sur l'une passent dans l'autre. Mais on peut aussi dans le temps utiliser des rotations longues. Alors si vous mettez 8 ans où vous mettez des plantes différentes chaque année,
À revenir à la plante de départ, les parasites qui attendent l'heure du retour du maïs sont en sale état au moment où revient le maïs. Des rotations longues. Et ça, c'est organiser le temps d'une façon qui n'aide pas à la survie et à la propagation des maladies. Donc finalement, vous voyez, c'est un paysage mosaïqué. Tiens, comme j'ai besoin de matière unique pour les sols, j'ai de la polyculture élevage. En fait, c'est un paysage qui est très différent de la spécialisation agricole dont nous sommes héritiers des années 60, n'est-ce pas? C'est quelque chose à reconstruire et, à mon avis, ce paysage ne sera pas laid. Il sera intéressant visuellement. Je me demande si c'est pas la restauration du patrimoine esthétique de nos campagnes dont on est en train de parler aussi. Est-ce que vous pourriez le décrire un petit peu visuellement, justement, ce paysage en question? Il y a des arbres qui font un petit peu d'ombre dans les champs, c'est l'agroforesterie, ça évite trop de dessèchement estival, même si évidemment ça réduit la production, mais on produit aussi du bois. On se balade le long de haies. Dans ces paysages, on a des tas d'îlots, notamment les haies, où on a de la nature en prolifération libre, qui notamment soutient des insectes. Il y a du bruit, il y a tous ces insectes qu'on n'entend plus dans nos campagnes. 80% des insectes ont disparu en 30 ans en Europe. C'est aussi un paysage où de temps en autre il y a des animaux, mais des animaux qui ne sont pas en stabulation, non, des animaux qui sont en pâturage, et dans des pâtures permanentes, où alors là, je ne vous dis pas la biodiversité végétale, il y a un nombre énorme d'espèces de plantes qui vivent là. Ça sent bon. Et éventuellement, si les contraintes de production sont fortes, on a des agriculteurs qui, pour une agriculture multifonctionnelle, sont aidés par la société à le faire. Le paysage et la santé des produits qui seront moins traités chimiquement, qui sortiront de ce paysage, tout ça a un prix. Il y a l'agroécologie, le bio, l'agroforesterie ou aussi l'agriculture de conservation. On entend beaucoup de termes et parfois on ne sait pas exactement à quoi ils correspondent. Est-ce que vous, qui les connaissez sur le bout des doigts, vous pourriez nous aider à y voir un peu plus clair? C'est un peu la jungle. Bon, le terme maître, c'est l'agroécologie. C'est-à-dire l'utilisation de nos connaissances en écologie pour faire de l'agriculture. Aujourd'hui même, on peut l'étendre un peu plus. On peut dire que l'agroécologie, c'est une façon de faire de l'agriculture en maintenant la santé des agriculteurs. C'est quand même intéressant, il ne faut pas oublier quand même qu'ils vont mal, et des utilisateurs, ceux qui vivent à côté et ceux qui vont manger les produits. Ça s'insère dans l'approche One Health, une seule santé. Cette idée qu'on n'est pas en bonne santé si dans tout l'environnement, les autres espèces ne sont pas en bonne santé, et si l'environnement ne fonctionne pas d'une façon qui promeut cette santé générale qui finalement nous est commune à tous. Le bio, lui, il a des engrais organiques, et de plus, il pratique autant que possible la lutte biologique. Donc il réduit les pesticides, même s'il peut en rester comme le cuivre. Bon, il a un défaut, c'est que pour désherber, souvent il laboure. Ça, c'est pas très très bon. Mais globalement, il produit une agriculture plus saine pour la santé et utilise aussi de l'écologie pour fonctionner. L'agriculture de conservation, elle ne laboure plus. Alors le sol reprend vie, il stocke beaucoup plus de carbone, et ça c'est bon pour le climat. La vie microbienne augmente de 30% en biomasse, du coup ça fait plus de trous, ça retient plus d'eau pour les étés secs, ça retient plus l'eau en hiver quand il y a des pluies trop abondantes. Et c'est génial, sauf que bon, au moment de retirer les herbes avant les semis, on utilise actuellement souvent du glyphosate. Voilà, le labour est une paille dans l'œil du bio, le glyphosate est une paille dans l'œil de la conservation. C'est respectivement 10 et 4% de la surface agricole utile. Regardez la poutre qu'il y a dans les 86% de la surface agricole restant. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la permaculture. Alors ça, c'est d'avoir un sol toujours couvert. Ce qu'on peut avoir en labourant si on sème tout de suite après. Ou qu'on peut avoir si on ne laboure jamais. La permaculture protège les sols, elle nourrit la vie des sols de ce couvert permanent de végétaux et elle empêche l'érosion. Et on a aussi les TCS, les travaux culturaux simplifiés, où on laboure pas, mais on griffouille simplement pour arracher les plantes. Alors c'est pas génial, c'est quand même mieux que de labourer ou que de mettre du glyphosate. Et puis on a l'agroforesterie qui, sous forme de haies ou d'arbres dans les parcelles, introduit des arbres comme facteurs d'ombrage, de diversification de production, et des agents qui vont aussi empêcher des vents desséchants en été, ou peut-être des gelées à certains moments. Alors là, moi je parle en tant que administrateur de l'Association française d'agroforesterie, c'est vraiment une perspective intéressante, mais qu'on a déjà. Quand vous avez des vaches qui pèsent sous des pommiers en Normandie, c'est ça. Et tiens, en plus, c'est un patrimoine culturel.
a parfois l'impression que l'agriculture industrielle, c'est la norme depuis très longtemps, depuis toujours, alors qu'en réalité, elle n'existe que depuis quelques décennies, sur environ 10 000 ans d'histoire agricole. Est-ce que cela veut dire qu'on pourrait assez facilement faire différemment ? Et autre question, est-ce que selon vous, il s'agirait plutôt d'un retour en arrière, ou au contraire, on pourrait parler d'un saut en avant ? Mais vous savez, dans l'évolution culturelle, vous faites des sauts en avant par rapport à une question posée et vous découvrez qu'en résolvant cette question, par exemple les engrais et les pesticides, c'était pour ne plus avoir faim, qu'en résolvant cette question, vous en soulevez une autre. Comme disait Lévi-Strauss, le progrès a largement pour raison d'être la résolution des conséquences négatives de ce qu'on a appelé les progrès auparavant. Et nous sommes là-dedans. Il ne s'agit pas de retourner en arrière. Il s'agit de se dire qu'avec nos connaissances actuelles et l'expérience qu'on a de l'agriculture dite conventionnelle, qui est multiple d'ailleurs, on peut mieux faire. On peut faire différemment, il faut mieux faire parce qu'il y a des problèmes. Il ne s'agit pas de retourner chez les Amish. On ne veut pas rester chez les toxiques. Voilà, on veut avancer et notamment avoir une agriculture durable qui permette à nos enfants d'avoir encore des sols par exemple. Parce qu'on dit souvent oui l'agriculture nourrit l'humanité, mais si les sols s'érodent 10 à 20 fois plus vite à cause du labour comme je le disais, c'est vos enfants qu'on nourrit pas. Et c'est une humanité aussi vos enfants. Et vous savez, c'est vrai que d'un côté, on a des inspirations anciennes. Les précolombiens n'avaient pas de fer, donc pas de soc, pas d'animaux de trait, donc pas de labour. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils avaient des champs qui étaient mélangés. Tiens, encore une bonne solution. Ils avaient du maïs qui poussait en mélange avec du haricot qui grimpait dans le maïs et des courges en couvre-sol. Ces trois sœurs, comme on les appelle, ces trois cultures sœurs, formaient un assemblage qu'on appelle le mille-pas. Pas labouré, agriculture variée, voilà. Ça, c'est génial. Donc, c'est une inspiration du passé. Il faut faire ça avec des variétés modernes et des mélanges qui sont adaptés à nos régions et qui sont adaptés à nos instruments. Maintenant, quand vous avez un champ pas labouré, vous ne savez absolument pas si vous avez déjà semé un endroit. Sans GPS, c'est pas semable un champ non labouré. Vous savez pas où vous êtes. Et les semoirs, c'est des petits trous à disque qui font des tout petits sillons, vous les voyez pas du tracteur. Sans GPS, moi je sais pas bien faire. Donc vous voyez, je pense que nous voulons le meilleur du passé et le meilleur de l'avenir possible. Et aussi une chose, il faut réaliser que toutes les agricultures qu'on fait maintenant se font avec des variétés préparées pour l'agriculture conventionnelle. Elles ne sont pas parfaitement adaptées au bio, pas parfaitement adaptées à l'agriculture non labourée, souvent gourmandes en pesticides. Tiens, par exemple, le blé, il a très très souvent les feuilles qui vont vers le haut, parce que ça permet que ces feuilles sèchent et que les parasites ne se développent pas, et que quand on met des herbicides, les herbicides tombent au sol sans être trop retenus par les feuilles. Mais si vous imaginez dans un autre système un blé dont les feuilles retombent légèrement, elles font de l'ombre, et elles désherbent d'une certaine façon. La culture est moins envahie d'herbes. En fait, aujourd'hui, en changeant de mode d'agriculture sans changer de variété, nous dansons le lac des Cygnes en botte. Le résultat est intéressant, mais ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on voudrait faire. Et en plus, aujourd'hui, on a quand même plein de travaux qui nous montrent qu'on pourra nourrir l'humanité. Ça, c'est important. Par exemple, quand vous mélangez des céréales et des légumineuses, il y a des complémentarités dans l'exploitation du sol, de l'azote des légumineuses, du fer mobilisé par les céréales. Vous produisez sur 1 hectare ce qu'il vous faudrait 1,4 hectare pour produire si vous reséparez les deux. Des mélanges bien conçus peuvent augmenter dans des champs de nos régions la disponibilité en phosphate de 94% dans les sols, la disponibilité en potassium de 22%, la disponibilité en azote de 30%. En fait, l'humanité, vous la nourrirez, mais vous la nourrirez sainement, en assurant que vos enfants seront nourris. Et cette transition agricole, elle implique donc une révolution culturelle. Quels choix doivent faire les citoyens, les collectivités et puis aussi les décideurs publics ? Révolution ou évolution, il va falloir que ça change, il faut qu'on se comprenne en changement. Et ceux qui aujourd'hui ne veulent pas que l'agriculture change ne font pas honneur à leur père. Parce que leur père, bon d'accord, ils faisaient certaines choses que peut-être on fera plus. Mais avant tout, ils ont fait autre chose que leur grand-père. Donc le changement est partie intrinsèque du succès de l'agriculture française. Au passage, il n'y a pas d'agribashing. Mais simplement, moi, je ne supporte pas l'immobilisme. Alors, pour ça, il faut effectivement une révolution. Et cette révolution, elle demande déjà de changer de regard et de se dire que le vivant, on peut le convier. Et puis, il faut avoir un regard plus systémique pour regarder ce qu'on appelle les externalités externes. Donc, je rappelle qu'elles coûtent 1,3 € par euro
d'achat alimentaire issu de l'agriculture conventionnelle, c'est quand même lourd. Il faut avoir cette vision systémique, non seulement en tant qu'agriculteur, mais aussi en tant que consommateur, car aujourd'hui, partout où un agriculteur appuie sur une sulfateuse pour mettre des pesticides, c'est parce que le produit se vend et est donc justifié par le débouché commercial. C'est donc collectivement que nous devons voir le monde différemment et nous devons regarder notre assiette comme le produit d'écosystème, donc nous ne pouvons pas être complètement indifférents à ce qui s'y passe. D'ailleurs, on paye déjà pour ces écosystèmes, n'est-ce pas? Nous payons 100 € par personne et par an pour la PAC. Mais la PAC, elle est à la surface. Et il n'y a aucun contrôle démocratique ou citoyen sur mais qu'est-ce qu'on fait sur ces zones que l'on subventionne. Et à mon avis, 100 €, ça ne couvre pas toutes les autres fonctions qu'il pourrait y avoir, de paysage, des fonctions climatiques en stockant du carbone. Bon. Donc, il y a vraiment besoin de payer, mais il y a besoin de payer en sachant ce qu'on paye. Et pour ça, il faut que de nos achats, de notre carte bancaire, de nos choix politiques, de notre carte d'électeur, nous poussions tous, collectivement, à une autre agriculture. Ce n'est pas juste le boulot des agriculteurs. Vous savez, la consommation et la production, c'est la poule et l'œuf, c'est un cercle. Au cercle, il n'y a nul départ, il n'y a nul responsable. Simplement, on peut vouloir circuler sur un autre cercle. Et il serait temps de voir le vivant comme un outil, tous collectivement, y compris les citoyens. C'est pour ça que moi je préside la Fédération Biogé, qui regroupe le muséum, des académies comme celle de médecine ou d'agriculture, des sociétés scientifiques, des sociétés de journalistes, des associations de citoyens. Nous nous battons pour avoir plus d'enseignement des sciences du vivant et de l'environnement dans le cursus des jeunes, parce qu'aujourd'hui, 1 heure par semaine en collège et en lycée et rien au primaire, ça ne permet pas justement d'aller vers une compréhension systémique. Vous voyez, par exemple, quand je vous dis une haie, c'est bien parce que ça empêche les pathogènes, ça stocke du carbone, ça freine le vent, ça freine l'érosion. Quand je vous dis de ne pas labourer le sol, ça stocke du carbone, donc 0,1 à 10 tonnes de carbone par hectare et par an, c'est pas rien. Ça stoppe l'érosion, ça permet d'avoir une vie du sol qui crée plus de fertilité. En fait, on a aujourd'hui avec le vivant la perspective d'avoir des leviers multifonctionnels, mais ça, il faut se les approprier, en avoir envie. Et ça, c'est collectivement que nos sociétés doivent opérer une révolution culturelle pour comprendre que le vivant, c'est nous, et le vivant, c'est un outil. Et il y a une urgence à cela, car c'est notre santé et celle de nos enfants qui en dépendent. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Marc-André Sellos, biologiste et professeur du Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Flora Trouillou. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.